La nuit de son 36e anniversaire, le chef de la mafia le plus craint de Savannah entre dans le meilleur restaurant de la ville, ne cherchant rien d'autre que le silence et un morceau de steak. Mais il ne put obtenir une seule table jusqu'à ce qu'une mère célibataire en difficulté, se cachant de son passé violent avec sa fille de 5 ans, l'invita à s'asseoir avec elle. Et ce qui arriva ensuite ne changea pas seulement sa vie, cela brisa tout ce qu'il pensait savoir sur le pouvoir, la famille et la rédemption. Si vous aimez les histoires d'hommes dangereux trouvant leur cœur et de femmes brisées trouvant leur force, appuyez sur ce bouton. J'aime tout de suite. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Prêt à voir comment un diable apprend à aimer. Anthony Caruso tira la chaise et s'assit, son mouvement lent, comme s'il entrait dans une négociation dont il n'avait pas encore tout à fait appris les règles. La table était bien plus petite que tout ce à quoi il était habitué. Sans distance de sécurité, sans garde du corps posté derrière lui, seulement une femme aux cheveux bruns, avec des yeux verts fatigués, et une enfant de 5 ans le fixant comme si elle venait de découvrir un étrange nouvel animal au zoo. Il posa ses mains sur le plateau de la table et réalisa qu'il ne savait pas quoi en faire. Lors des réunions avec d'autres chefs, ses mains connaissaient toujours leur place, reposant sur la table pour projeter l'ouverture, croisées sur sa poitrine pour signaler le pouvoir, ou cachées sous la surface lorsqu'il pourrait avoir besoin d'attraper une arme. Mais ici, au milieu d'une musique douce et de l'odeur chaude de la nourriture, ses mains n'étaient que des mains. Et cela le troubla plus que toute confrontation jamais n'avait fait. « Tu es vraiment grand », dit d'abord l'enfant, sa voix claire, et ne portant aucune intention de baisser son volume du tout. « Es-tu un géant ?» Anthony cligna des yeux. Il avait affronté des assassins qui n'hésitaient pas lorsqu'ils pressaient une gâchette, avait défié des hommes qui voulaient sa mort sans broncher. Pourtant, la question de cet enfant de 5 ans lui coûta une seconde entière à traiter. « Non », répondit-il, sa voix plus grave que d'habitude parce qu'il n'était pas habitué à parler aux enfants. « Je suis juste grand. »« Chloé, puis, murmura doucement la mère. Un éclair d'embarras traversa son visage avec quelque chose qui ressemblait étrangement à un rire réprimé. « On ne demande pas ça à des étrangers, mais tu as dit que je devais demander si je voulais savoir. » Chloé riposta aussitôt, sa logique ferme et impossible à contredire. « Et je veux savoir, il est plus grand que le garde au supermarché. Le garde au supermarché mesure 1,80 m. Je sais, parce que je lui ai déjà demandé. » Anthony jeta un coup d'œil à la femme. Sarah, le nom qu'elle avait donné lorsqu'elle l'avait invitée à s'asseoir. Elle regardait sa fille avec l'expression de quelqu'un habitué depuis longtemps à être placé dans des situations embarrassantes par l'honnêteté non filtrée d'un enfant. « Je suis désolée, » dit-elle à Anthony, sa voix fatiguée mais pas vraiment apologétique. « Elle pose beaucoup de questions, beaucoup surtout. »« C'est bon, » répondit Anthony, et il se surprit en réalisant qu'il le pensait. Personne ne lui avait posé de questions aussi simples depuis très longtemps. Les questions qu'il recevait habituellement concernaient le territoire, l'argent, qui vivrait et qui mourrait. « Que faites-vous comme travail ?» Chloé continua entièrement, sans être découragée par le regard d'avertissement de sa mère. « Vous vous habillez bien. Maman dit que les gens qui s'habillent bien ont généralement beaucoup d'argent. »« Avez-vous beaucoup d'argent ?» ?»« Chloé. » Sarah éleva un peu la voix, ses joues rougissant, et Anthony réalisa que cela faisait des années qu'il n'avait vu personne rougir d'embarras devant lui plutôt que de peur. « Je suis dans les affaires, » répondit-il, choisissant la réponse la plus sûre à laquelle il put penser. « Quel genre d'affaires? Beaucoup de sortes? Combien de sortes et beaucoup? 2 sortes? 10 sortes? 100 sortes? » Sarah leva une main pour couvrir son visage, comptant clairement jusqu'à 10 dans sa tête. Anthony, contre chaque instinct de survie qu'il possédait, sentit le coin de sa bouche tressaillir. Pas tout à fait un sourire. Il ne se souvenait plus comment faire cela, mais quelque chose de proche. « Environ 30 sortes, dit-il,
pas entièrement sûr pourquoi il répondait au lieu de se taire comme il le ferait normalement. 30, c'est beaucoup. Chloé hocha la tête solennellement comme si elle venait de recevoir des informations vitales et les rangeait dans sa mémoire. Ma maman ne fait que 2 choses. Elle est très fatiguée. Si vous faites 30 choses, êtes-vous fatigué aussi? Anthony regarda dans les yeux clairs de l'enfant, puis la mère qui semblait essayer de s'enfoncer dans sa chaise. Il pensa aux 18 dernières années, aux nuits sans sommeil, au sang sur ses mains, aux décisions qui ne pouvaient être annulées. À propos de la vaste demeure vide où il rentrait chaque nuit, « Oui, dit-il, sa voix plus basse, plus honnête. Je suis très fatigué. » Chloé inclina la tête, l'étudiant avec une expression plus vieille que ses années. « Alors tu devrais dormir plus, conseilla-t-elle sérieusement. Ma maman dit que quand je suis fatigué, je dois dormir. Tu ne dors pas, Sarah leva les yeux, ses yeux rencontrant ceux d'Anthony pour un bref instant, et en eux il vit une étrange, tranquille compréhension, comme si elle savait ce que cela signifiait d'être épuisée, comme si elle comprenait qu'il y avait des types d'épuisement que le sommeil ne pouvait guérir. Le serveur apparut avec des menus, brisant le moment. Et Anthony n'avait jamais été aussi reconnaissant pour un serveur de sa vie. Le serveur se tint à côté de la table avec un petit bloc-notes et un sourire d'entraînement, demandant s'ils étaient prêts à commander. Sarah baissa les yeux vers le menu et Anthony remarqua qu'elle lisait les prix avant de lire les noms des plats, ses yeux glissant rapidement le long de la colonne de droite avant de revenir vers la gauche. C'était de l'habitude de quelqu'un habitué à compter chaque dollar, et Anthony l'a reconnu parce qu'il avait lui-même vécu ainsi. Il y a des années, quand son père était encore en vie et que le nom Caruso n'était pas encore devenu quelque chose qui faisait trembler les gens, elle commanda la salade la moins chère du menu pour elle-même. Mais quand Chloé montra du doigt les spaghettis à la sauce tomate, elle hocha la tête immédiatement sans jeter un coup d'œil au prix. Anthony commanda le steak qu'il avait voulu dès le début, et quand le serveur demanda pour les boissons, il dit « de l'eau ». Sarah leva un sourcil vers lui. « C'est votre anniversaire et vous ne buvez que de l'eau ?» demanda-t-elle, son ton légèrement taquin d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas de quelqu'un qu'il venait de rencontrer. « J'ai conduit jusqu'ici, répondit Anthony. « Sensible, mais toujours triste, dit Sarah. Et Chloé hocha la tête en signe d'accord comme si elle comprenait parfaitement la conversation entre adultes. « Maman dit que boire de l'eau à son anniversaire est triste aussi, ajouta Chloé. « Mais maman boit toujours de l'eau, expliqua Sarah doucement. Un éclair traversant ses yeux qu'Anthony ne put tout à fait lire. Et parce que l'eau est moins chère que les autres choses, Chloé haussa les épaules, acceptant cette réponse et se tourna vers la boîte de crayons de couleur que le restaurant avait placée sur la table pour les enfants, laissant les 2 adultes dans un silence qui n'était pas entièrement confortable, mais pas tendu non plus. Anthony réalisa qu'il ne savait pas quoi dire. Dans son monde, chaque conversation avait un but, soit pour négocier, menacer ou extraire des informations. Mais ici, avec cette femme, il n'avait aucun but du tout. Et cela lui fit sentir comme s'il se tenait dans un endroit sans carte. « Vous venez de déménager à Savannah ?» demanda-t-il, choisissant une question neutre. Sarah hocha la tête. « Il y a 6 mois d'Atlanta. » Travail en partie? Elle s'arrêta comme si elle pesait combien révélé. J'avais besoin de changer d'air, un nouveau départ. Anthony comprenait les nouveaux départs. Et il comprit aussi que les gens ne laissaient pas tout derrière eux pour déménager dans une nouvelle ville sans une raison assez grande pour les pousser. Mais il n'insista pas. Il connaissait la valeur de la vie privée. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il à la place. Sarah eut un léger rire avec une pointe d'amertume au coin. « Tout ce que je peux. Pendant la journée, je travaille comme caissière à l'épicerie Morrison's sur Bull Street. 3 quarts de travail par semaine. Du jeudi au dimanche soir, je sers des tables au Riley's Bar de l'autre côté de la rivière. » Elle le dit comme quelqu'un lisait une liste de courses sans plainte ni demande de sympathie. Juste les faits simples de sa vie. Anthony avait rencontré beaucoup de gens riches qui se plaignaient d'inconvénients insignifiants, mais cette femme occupait 2 emplois pour élever son enfant
et en parlait aussi désinvoltement que si elle parlait du temps. « Alors, qui surveille Chloé quand vous travaillez ?» demanda-t-il. « Madame Thompson, dans l'appartement d'à côté. Elle a 72 ans et regarde la télévision toute la journée, mais elle aime Chloé et ne demande pas beaucoup. » Chloé arrêta de colorier et leva les yeux. « Madame Thompson me laisse regarder le film sur les gens qui chantent sur les montagnes, » dit-elle. « Il y a beaucoup de gens qui chantent. Ils portent des rideaux. La mélodie du bonheur, traduisit Sarah, ses lèvres se courbant légèrement. Chloé l'a déjà regardé environ 20 fois. Le serveur apporta les boissons, et alors qu'il passait derrière Sarah pour poser le verre d'eau, son corps se raidit un bref instant. Ses épaules se soulevèrent, sa main se resserra sur le bord de la table, et ses yeux jetèrent un coup d'œil en arrière avant que son esprit ne puisse saisir le fait que ce n'était que le serveur. La réaction dura moins d'1 seconde, et si Anthony n'avait pas passé toute sa vie à observer les autres pour survivre, il ne l'aurait pas remarqué. Mais il le fit. Il remarqua la façon dont elle choisissait toujours un siège face à la porte. Il remarqua comment elle levait les yeux chaque fois que quelqu'un entrait dans le restaurant. Il remarqua comment sa prise sur la main de sa fille se resserrait juste un peu quand un homme grand passait à côté de leur table. Sarah Mitchell se cachait de quelqu'un. Anthony ne savait pas qui, mais il connaissait la peur quand il la voyait. Il avait causé cette peur chez beaucoup de gens au cours de sa vie, et il savait comment elle laissait sa marque, comment elle gravait des réflexes dans le corps d'une personne qu'elle ne pouvait contrôler. La nourriture arriva, et Anthony regarda Sarah couper sa salade en petits morceaux dans un rythme mécanique tandis que ses yeux continuaient de balayer le restaurant à intervalles réguliers. Chloé, complètement inconsciente, enroula des spaghettis autour de sa fourchette et raconta à Anthony l'histoire de la licorne qu'elle voulait avoir si les licornes étaient réelles et s'ils avaient une plus grande maison et si maman n'était pas allergique à la fourrure. Bien que Chloé n'était pas entièrement sûre si les licornes avaient même de la fourrure. Anthony écouta ou du moins fit semblant pendant que son esprit travaillait. Il ne savait pas pourquoi il s'en souciait. Cette femme ne signifiait rien pour lui. Cet enfant ne signifiait rien pour lui. Il pouvait finir son repas, les remercier de l'avoir laissé s'asseoir avec eux et partir sans jamais regarder en arrière. C'était ce qu'il devait faire. C'était la chose la plus sûre à faire. Mais quand Sarah rit à quelque chose que Chloé dit, un vrai rire qui éclaira son visage épuisé, Anthony réalisa qu'il ne voulait pas que ce dîner se termine. Et cela, plus que toute autre chose, cette nuit-là l'effraya. Le dîner se termina comme les dîners le faisaient habituellement, avec des assiettes vides et la conversation s'amincissant en de longs silences. Chloé s'était endormie sur l'épaule de sa mère 15 minutes plus tôt, sa petite main serrant toujours un crayon de couleur violet qu'elle avait utilisé pour dessiner une licorne sur le set de table en papier du restaurant. Anthony regarda l'enfant endormi et sentit quelque chose d'étrange remuer dans sa poitrine. Une sensation à laquelle il n'avait pas de nom parce qu'il ne l'avait pas ressentie depuis très longtemps. Quand l'addition arriva, il l'attrapa avant que Sarah ne puisse réagir. « Laissez-moi, dit-il, son ton pas tout à fait une offre et presque un ordre. » Sarah secoua la tête immédiatement. « Non, nous payons notre part. » Elle le dit avec une fermeté qu'Anthony reconnut tout de suite. La fermeté de quelqu'un qui avait trop pris aux autres par le passé et appris que rien n'était jamais gratuit. « D'accord, dit-il, et il remarqua ses épaules se relâcher juste légèrement quand il ne discuta pas. Ils partagèrent l'addition et Anthony regarda Sarah compter soigneusement chaque billet d'un portefeuille usé au coin. Elle laissa un pourboire qui était poli et précis, pas un sou de plus, et il savait que c'était parce qu'elle n'avait pas un sou à épargner. Quand elle ne regardait pas, il laissa 3 fois le montant habituel, pliant l'argent et le glissant sous une assiette. Ils sortirent et la nuit de Savannah les accueillit avec un froid humide dérivant de la rivière. Sarah portait Chloé dans ses bras. Le petit corps de l'enfant se blottissait contre elle comme un chaton. Anthony marcha à côté d'elle vers le parking, ne sachant pas pourquoi il était toujours là, ne sachant pas pourquoi il ne disait pas simplement au revoir et ne ramenait pas sa Maserati à la demeure vide.
l'attendant. « Merci, dit Sarah quand ils atteignirent sa voiture. Une vieille Honda Civic avec une bosse sur la porte droite et de la peinture argentée s'écaillant à plusieurs endroits. De ne pas avoir rendu cette nuit plus étrange qu'elle ne l'était déjà, Anthony hocha la tête. « Merci de m'avoir laissé m'asseoir avec vous. » Sarah ouvrit la porte arrière et installa Chloé dans le siège enfant avec un mouvement si exercé qu'il était clair qu'elle l'avait fait des milliers de fois auparavant. Elle ferma la porte doucement pour ne pas réveiller sa fille, puis contourna jusqu'au côté conducteur. Anthony savait qu'il devait partir. Il resta là où il était. Sarah tourna la clé. Le moteur crépita une fois, deux fois, puis se tut. Elle essaya à nouveau le même résultat, une troisième fois, une quatrième. Et Anthony pouvait voir ses épaules se raidir, pouvait voir la façon dont ses mains serraient le volant jusqu'à ce que ses phalanges deviennent blanches. Elle ne jura pas, ne frappa pas sa paume contre le tableau de bord, ne pleura pas. Elle resta juste assise là en silence, la tête légèrement inclinée comme si c'était seulement une de plus dans une longue liste de choses qui avaient mal tourné dans sa vie, et elle n'avait plus l'énergie de réagir. Anthony tapota légèrement à sa fenêtre. Sarah leva les yeux, et à ce moment-là, il vit tout ce qu'elle essayait de cacher. L'épuisement, la frustration, la vague peur de devoir rentrer à pied à travers la nuit avec un enfant de 5 ans. Elle ouvrit la porte. « La batterie !» dit-elle platement. Je savais qu'elle allait mourir. J'espérais juste qu'elle tiendrait encore une semaine. Anthony ne dit pas qu'il appellerait un mécanicien parce qu'il était presque 23 heures et qu'aucun mécanicien ne viendrait. Il ne dit pas qu'il la ramènerait parce qu'il savait qu'elle refuserait. Au lieu de cela, il dit « Ma voiture est là-bas. Je me dirige vers l'ouest. Dans quelle direction allez-vous » C'était un mensonge. Il ne savait pas dans quelle direction elle vivait. Et quelle que soit celle qu'elle nommerait, il aurait dit qu'il allait par là aussi. Sarah le regarda et il put voir la bataille se dérouler dans son esprit. La fierté lui disait de refuser, d'appeler un taxi, de s'en occuper elle-même comme elle l'avait toujours fait. Mais Chloé dormait sur le siège arrière et la nuit était froide, et un taxi coûterait de l'argent qu'elle n'avait pas. « Je n'ai pas besoin, » commença-t-elle. « Je sais que vous n'avez pas besoin. » Anthony l'interrompit, sa voix exempte de la pitié qu'il sentait qu'elle haïssait. « Mais l'enfant dort et il fait froid. Vous pourrez me haïr après. » Sarah jeta un coup d'œil au siège arrière où Chloé dormait paisiblement, inconsciente du monde et de ses problèmes. Quand elle regarda de nouveau Anthony, la résistance dans ses yeux avait disparu. « Appartement Highwood », dit-elle, sa voix basseuse, comme si elle était embarrassée de prononcer l'adresse à voix haute sur Water Street. Anthony connaissait le quartier. C'était l'une des parties les plus difficiles de la ville, un endroit que même ses propres hommes évitaient la nuit à moins d'être obligés d'y aller. Il ne trahit rien dans son expression. « Je connais, » dit-il, et se dirigea vers sa voiture. La Maserati noire d'Anthony était garée à quelques places, brillant sous les réverbères comme un prédateur au repos. Alors qu'il ouvrait la porte, il entendit le petit soupir endormi de Chloé, alors que Sarah la soulevait de la vieille Honda. Il attendit pendant que Sarah l'installait sur la banquette arrière de la Maserati, la regarda tâtonner avec la ceinture de sécurité pendant quelques secondes avant de comprendre comment fonctionnait le mécanisme inconnu. « Wow !» murmura Chloé dans son demi-sommeil, ses yeux papillonnant quand elle toucha le cuir doux. « Cette voiture est si confortable. »« Maman, rendors-toi, chérie. » Sarah murmura, pressant un baiser sur le front de sa fille. Chloé s'endormit à nouveau aussitôt et Sarah ferma la porte soigneusement avant de se glisser sur le siège avant. Le trajet se passa dans un silence quasi total. Anthony guida la voiture à travers les rues familières de Savannah, de la lueur chaude du quartier des restaurants, passant les blocs du centre-ville avec leurs devantures fermées, puis progressivement dans des routes plus étroites et plus sombres, où les réverbères étaient rares et de nombreuses ampoules avaient grillé et n'avaient jamais été remplacées. Quand ils atteignirent les appartements Oakwood, Anthony dut travailler pour garder sa réaction de son visage. Le bâtiment semblait s'être rendu il y a des décennies
avec des murs de béton tachés par des marques d'humidité, des escaliers extérieurs rouillés et un parking criblé de nids de poules où de vieilles voitures cabossées s'entassaient. Un groupe de jeunes hommes traînaient près du coin, regardant la Maserati avec des expressions qui mélangeaient curiosité et hostilité. « C'est ici », dit Sarah, son ton teinté de quelque chose de défiant, comme si elle attendait qu'il commente. Anthony ne commenta pas. Il regarda le bâtiment, puis la femme à côté de lui, et quelque part dans son esprit. Une décision avait déjà été prise qu'il ne comprenait pas entièrement. Sarah ouvrit la portière de la voiture et sortit, le froid de la nuit de Savannah s'accrochant à sa peau aussitôt. Elle ouvrit la porte arrière pour soulever Chloé, et l'enfant enroula automatiquement ses bras autour du cou de sa mère sans se réveiller, un réflexe façonné par d'innombrables nuits comme celle-ci. Anthony sortit également, et elle entendit ses pas sur l'asphalte fissuré du parking. Elle se tourna, ayant l'intention de dire merci et au revoir, ayant l'intention de mettre fin à cette étrange soirée et de retourner à sa vie normale, si sa vie pouvait même être appelée normale. Mais Anthony se tenait là plus près qu'elle ne l'avait prévu, et dans la faible lumière du seul réverbère fonctionnel, son visage semblait taillé dans la pierre et l'ombre. « Merci, dit-elle, sa voix plus petite qu'elle ne le voulait. Pour tout. Vous n'aviez pas à faire cela. » Anthony ne répondit pas tout de suite. Il glissa une main dans sa poche de costume, et pour un bref instant, les instincts de survie de Sarah la firent reculer d'un demi-pas, son corps protégeant Chloé automatiquement. Mais quand sa main émergea, elle ne tenait qu'une petite carte noire. Il la tendit vers elle sans parler. Sarah baissa les yeux. La carte était étrangement simple. Rien d'autre qu'une chaîne de 10 chiffres imprimés à l'encre argentée sur un noir profond. Pas de nom, pas de titre, pas d'adresse, aucune autre information du tout. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dit-il, sa voix basse et égale, comme s'il commentait le temps au lieu de donner son numéro à une femme qu'il avait rencontrée seulement quelques heures plus tôt. » Sarah fixa la carte puis lui. Elle ne comprit pas. Elle ne comprit pas pourquoi un homme qui conduisait une Maserati et portait des costumes sur mesure se soucierait de savoir si une mère célibataire dans un complexe délabré avait besoin de quoi que ce soit. Elle ne comprit pas pourquoi il n'avait pas demandé son numéro au lieu d'offrir le sien, comme s'il lui donnait le contrôle au lieu de le prendre. Et elle ne comprit pas pourquoi il la regardait de cette manière. Pas avec de la pitié ou avec la faim qu'elle avait l'habitude de voir chez les hommes, mais avec quelque chose proche du respect. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse se retenir. Anthony fut silencieux un long moment, assez longtemps pour qu'elle pense qu'il ne répondrait pas du tout. Et puis il dit, sa voix portant quelque chose qu'elle ne put tout à fait déchiffrer. « Parce que vous ne savez pas qui je suis. » Sarah ne comprit pas ce que cela signifiait. Elle voulait en demander plus. Voulait savoir qui était cet homme mystérieux et pourquoi il agissait comme si elle comptait pour lui. Mais Chloé bougea dans ses bras et le moment passa. Elle regarda à nouveau la carte. Chaque raclement de gorge est atteint. Instinct de survie qu'il avait maintenu en vie toutes ces années lui disait de ne pas la prendre, de ne rien accepter d'homme étrange, de ne pas créer une menace de connexion avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, de ne pas se laisser devoir quoi que ce soit à quiconque, mais une autre partie d'elle. La partie qui était fatiguée d'affronter tout seul. La partie qui avait oublié ce que c'était de voir quelqu'un offrir de l'aide sans rien demander en retour. Cette partie tendit la main et prit la carte. Elle la glissa dans la poche de son manteau sans la regarder à nouveau. Comme si elle ne regardait pas, cela n'existerait pas vraiment. « Bonne nuit, dit-elle, et se tourna vers l'escalier rouillé menant à son appartement. Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'avait pas besoin de regarder en arrière pour savoir qu'il était toujours là, observant jusqu'à ce qu'elle déverrouille sa porte et disparaisse à l'intérieur. Ce n'est qu'après avoir couché Chloé sur le lit et verrouillé les 3 verrous de la porte qu'elle sortit la carte et l'étudia longuement dans la faible lueur de la veilleuse de sa fille. 10 chiffres et rien d'autre. Et elle ne savait pas pourquoi elle ne l'avait pas jeté. Elle savait seulement qu'elle ne l'avait pas fait.
Une semaine passa et Anthony Caruso se retrouva à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il attendait. Son téléphone était posé sur le bureau en chaîne de son bureau privé au domaine Caruso, et il réalisa qu'il l'avait regardé beaucoup plus souvent que nécessaire. Elle n'appela pas, aucun message. Pas un seul signe qu'elle se souvenait de cette nuit ou de la carte qu'il lui avait donnée. Anthony n'était pas surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle appelle. Et pourtant, il ne pouvait expliquer pourquoi son absence le troublait si profondément. Il avait essayé de ne pas penser à elle, à ses yeux verts fatigués, à la façon dont elle tressaillait quand quelqu'un marchait derrière elle, à l'appartement délabré où elle élevait son enfant seul. Il avait essayé de se concentrer sur le travail, sur les chiffres et les affaires et les problèmes qui devaient être résolus à travers son empire. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le sourire de Chloé quand elle demandait s'il était un géant, et cela le mettait en colère contre lui-même. Le 7e jour, Anthony convoqua Frank Duca à son bureau. Frank avait été son bras droit pendant 15 ans, un homme de 45 ans aux cheveux poivre et sel et aux yeux qui avaient trop vu pour être surpris par quoi que ce soit désormais. Frank entra, ferma la porte derrière lui et attendit. Il ne demanda pas ce qu'Anthony voulait parce qu'il savait que le chef parlerait quand le chef serait prêt. « J'ai besoin que tu te renseignes sur quelqu'un », dit Anthony, son ton calme comme si ce n'était rien de plus qu'une demande commerciale de routine. Sarah Mitchell vit aux appartements Oakwood sur Water Street et une fille d'environ 5 ans nommée Chloé. Frank ne demanda pas pourquoi. Il hocha simplement la tête et dit « Que devez-vous savoir? » « Tout. » Anthony fit une pause d'une seconde, puis ajouta et tranquillement « Je ne veux pas qu'elle sache. » Frank étudia son patron un long moment, assez longtemps pour qu'Anthony sache que l'homme se posait des questions, et assez sage pour ne pas demander. « Compris, » dit Frank, et il partit. 3 jours plus tard, Frank revint avec un mince dossier. Il le posa sur le bureau d'Anthony et prit la chaise en face de lui, son visage impassible, mais la tension visible dans la façon dont il se tenait. Anthony ouvrit le dossier et commença à lire. Sarah Mitchell, 27 ans, née à Columbus, Géorgie. Mère décédée d'un cancer quand elle avait 12 ans. Père parti quand elle avait 15 ans. Élevée par sa grand-mère jusqu'à ce que la femme décède quand Sarah avait 19 ans. Mariée à Ryan Mitchell à 20 ans à Atlanta. Chloé Mitchell, née 1 an plus tard, et puis tout commença à se défaire. Anthony continua à lire et à chaque ligne sa mâchoire se serrait. Rapport de l'hôpital Grady Memorial à Atlanta il y a 3 ans. Côte fracturée, traumatisme facial. La patiente a affirmé être tombée dans les escaliers. Deuxième rapport il y a 2 ans. Lacération du cuir chevelu, ecchymose sur les bras et le cou. La patiente a affirmé un accident domestique. Troisième rapport il y a 18 mois. Poignet cassé, coupure sur la lèvre supérieure. La patiente a affirmé avoir glissé dans la salle de bain. Anthony avait vu toutes sortes de violences dans sa vie. Il avait ordonné des choses que la plupart des gens ne pourraient jamais imaginer. Mais c'était un autre type de violence. Le genre qui se produisait entre les 4 murs d'une maison où les gens étaient censés être en sécurité. Le genre dont les victimes mentaient parce qu'elles étaient trop effrayées ou trop honteuses pour dire la vérité. Il continua à lire. Ordonnance de protection d'urgence déposée il y a 14 mois au tribunal du comté de Fulton à Atlanta. Plainte Sarah Mitchell. Défendeur Ryan Mitchell. Motif abus domestique prolongé. Menace de tuer femme et fille. Possession illégale d'armes. Ordonnance accordée. Ryan Mitchell interdit d'approcher Sarah et Chloe Mitchell à moins de 300 mètres. La page suivante était le dossier de Ryan Mitchell, et Anthony le lut avec les yeux d'un homme qui avait évalué des centaines d'ennemis dans sa vie. 32 ans, condamnation antérieure pour violence domestique, libéré après 9 mois en raison de la surpopulation carcérale, infraction liée à la drogue, peine avec sursis, actuellement recherché pour violation de l'ordonnance restrictive. Dernière observation est mont à environ 2 heures et demie de Savannah il y a 4 mois.
La photographie jointe montrait un homme aux yeux enfoncés, aux pommettes saillantes et au regard vide de quelqu'un dont l'intérieur avait été rongé par la drogue. Anthony étudia l'image longtemps, mémorisant chaque ligne du visage de l'homme. « Autre chose? » demanda-t-il, sa voix effrayamment égale. Frank hocha la tête lentement. Elle a déménagé à Savannah il y a 6 mois sous une nouvelle adresse. N'a pas enregistré de réexpédition de courrier de l'ancien endroit. Pas de médias sociaux, nouveau téléphone avec un nouveau numéro. Elle a essayé de disparaître. Anthony ferma le dossier. Elle se cache, dit-il. Pas comme une question, mais comme une affirmation. Elle se cache de lui. Frank hocha la tête. Et il la cherche. Les hommes comme lui le sont toujours. La pièce sombra dans ce silence. Anthony regarda par la fenêtre où le soleil de l'après-midi de Savannah s'étendait sur les pelouses parfaitement tondues de son domaine. Il pensa à Sarah, à la façon dont elle se positionnait face à la porte, à la façon dont elle sursautait au pas derrière elle, à la façon dont elle vivait dans ce complexe délabré et occupait 2 emplois pour élever son enfant sans se plaindre. Elle avait traversé les frontières de l'État pour protéger sa fille. Elle avait tout laissé derrière elle pour repartir de zéro, et elle avait encore peur chaque jour parce qu'elle savait qu'il était toujours quelque part dehors à sa recherche. « Je veux savoir si Ryan Mitchell s'approche de Savannah, » dit Anthony, sa voix froide comme l'acier. « Mettez des gens dessus et je veux quelqu'un qui surveille la zone des appartements Oakwood. Discrètement, ne la laissez pas savoir. » Frank se leva puis s'arrêta à la porte. « Patron, » dit-il avec précaution, « j'ai travaillé pour vous 15 ans. Je n'ai jamais demandé pourquoi vous avez fait quoi que ce soit, mais cette fois, je dois savoir. Qui est-elle pour vous? » Anthony ne se retourna pas. Il resta là, regardant par la fenêtre le monde qu'il avait gouverné par la peur et la violence pendant près de 20 ans. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Je ne sais pas encore. » La porte se referma derrière Frank et Anthony resta là où il était. Le dossier sur Sarah Mitchell reposait sur son bureau et dans sa poitrine, une décision avait déjà pris forme qu'il ne pouvait pas encore s'expliquer. 2 semaines après la nuit de son anniversaire, le téléphone d'Anthony vibra à 21 heures, alors qu'il était assis seul dans son bureau, faisant semblant de lire des rapports financiers qu'il n'assimilait pas vraiment. Un numéro inconnu brillait sur l'écran. Pourtant, il sut instantanément qui c'était avant même de décrocher le téléphone. Il le savait parce qu'il avait attendu cet appel, même s'il ne l'admettrait jamais à personne, pas même à lui-même. « Bonjour », dit-il calmement. L'autre bout resta silencieux un instant. Puis la voix de Sarah arriva, douce et légèrement hésitante, comme si elle avait dû escalader un mur d'hésitation avant de composer son numéro. « C'est Sarah, » dit-elle. Du restaurant, je ne sais pas si vous vous souvenez. « Oui, » répondit Anthony, et il entendit le léger soupir de son souffle à travers la ligne. Elle fut de nouveau silencieuse pendant plusieurs secondes, et il n'interrompit pas. Il savait qu'elle avait besoin de temps pour dire ce qu'elle avait à dire. « Je suis désolé d'appeler, » dit Sarah finalement, ses mots s'accélérant comme si elle avait peur de perdre son courage si elle ne se le dépêchait pas. « Je n'aurais pas dû appeler. Je sais que vous étiez juste poli quand vous m'avez donné votre numéro. Je ne sais pas qui d'autre appeler. Et ma voiture, le mécanicien dit qu'elle a besoin d'une nouvelle batterie et d'un démarreur, presque 2000 $ au total, et je ne l'ai pas. Pas encore. Je le ferai, mais je dois attendre la fin du mois prochain quand je serai payé, mais j'ai besoin de la voiture pour aller travailler. Et si je ne vais pas travailler, je n'ai pas d'argent pour réparer la voiture. » Et elle s'arrêta, respirant difficilement. « Je suis désolé, je n'ai pas appelé pour demander de l'argent. Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé. Je vais raccrocher. »« Ne raccrochez pas, » dit Anthony, et il put l'entendre se figer à l'autre bout. « Où êtes-vous? »« À la maison. »« Chloé dort. » Anthony jeta un coup d'œil à l'horloge. « Où est-ce votre voiture? » « Toujours sur le parking du restaurant. Ils ne l'ont pas remarqué parce que je les ai suppliés, mais ils ont dit que si elle n'est pas déplacée ce week-end, ils appelleront une entreprise de remorquage. »
Anthony hocha la tête même si elle ne pouvait pas le voir. « Je connais un gars, dit-il. Marcos, il gère un atelier de réparation sur Liberty Street. Il me doit quelques faveurs. Je l'appellerai et il réparera votre voiture. Vous payez quand vous pouvez. Pas d'intérêt, pas de délai. » Sarah fut silencieuse si longtemps. Anthony pensa qu'elle avait raccroché. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle enfin, sa voix teintée du genre de suspicion qu'il comprenait très bien. « Que voulez-vous de moi ?» Anthony considéra la question. Il pensa au dossier dans le tiroir de son bureau, au rapport de l'hôpital, et Ryan Mitchell quelque part là-bas. Il pensa à un homme qui lui avait cassé les côtes, l'avait battue jusqu'à ce qu'elle traverse les frontières de l'État, et comment elle supposait toujours que chaque homme voulait quelque chose d'elle. « Je ne veux rien, dit-il. Je connais juste un bon mécanicien. Vous ne me devez rien. Vous lui devez pour les réparations quand vous pourrez payer. C'est tout. » Il lui donna l'adresse de Marcus et lui dit d'y aller le matin. La voiture serait remorquée pendant la nuit. Elle ne demanda pas comment il pouvait tout organiser si vite à 21h du soir, et il n'expliqua pas. « Merci, dit-elle avant de raccrocher, les mots la quittant comme s'il faisait mal. Anthony savait à quel point il lui était difficile de dire merci, et cela le fit de la respecter davantage. 3 jours plus tard, il reçut un message d'elle. « La voiture est réparée. Marcus n'a pas pris d'argent d'avance. Je ne sais pas comment vous remercier. » Anthony fixa le message longtemps avant de répondre. « Pas besoin de me remercier. Comment va Chloé? » La réponse vint 5 minutes plus tard. « Chloé va bien. » Elle a demandé après l'homme géant. Anthony se retrouva souriant. Un petit sourire. Il ne pouvait s'arrêter. « Dis-lui que je ne suis pas un géant, juste grand. » Elle ne me croit pas. Elle dit que vous conduisez la voiture d'un géant riche. Et juste comme ça, les messages commencèrent. Pas tous les jours. Pas souvent, mais assez pour qu'Anthony réalise qu'il avait commencé à vérifier son téléphone chaque matin et chaque nuit. Sarah lui raconta de petites choses sur Chloé suppliant pour un chat, sur des clients impolis à l'épicerie, sur comment elle essayait d'apprendre à cuisiner quelque chose de nouveau et avait brûlé la casserole 2 nuits de suite. Anthony ne parlait pas de sa propre vie. Il ne pouvait pas, mais il demanda des nouvelles d'elle, de Chloé, et des détails ordinaires qu'il avait oubliés qu'ils existaient même. Puis un jour, elle envoya un message pour demander s'il voulait déjeuner comme moyen de le remercier de l'avoir aidé. Il savait qu'il devait refuser. Il savait que chaque fois qu'il la voyait, il l'attirait, elle et Chloé, plus près de son monde, un monde qu'elle n'avait pas à toucher, mais il tapa « OK » avant que son cerveau ne puisse arrêter ses doigts. Ils se rencontrèrent dans un petit restaurant près de l'épicerie où elle travaillait, un endroit modeste avec des tables en formica et des menus imprimés scotchés au mur. Chloé courut et enroula ses bras autour de sa jambe la seconde où elle le vit entrer. Et Anthony resta là, ne sachant que faire des 2 petits bras s'accrochant à lui. Homme géant. Chloé leva les yeux vers lui avec un sourire rayonnant. « Tu m'as manqué. » Anthony baissa les yeux vers l'enfant, puis leva les yeux vers Sarah debout près de la table, l'inquiétude papillonnant dans ses yeux comme si elle n'était pas sûre de sa réaction. Et à ce moment, Anthony Caruso, le chef de la mafia de Savannah, l'homme qui avait fait trembler une ville entière, réalisa qu'il était entré dans quelque chose dont il ne savait pas comment se retirer. 1 mois passa plus vite qu'Anthony ne l'avait prévu. Les déjeuners devinrent routine 2 ou 3 fois par semaine. Toujours dans des endroits simples, Sarah choisit parce qu'elle n'était pas à l'aise avec le fait qu'il paye pour des repas chers. Ils se rencontrèrent au magasin de sandwich, près de l'épicerie, au petit salon de crème glacée que Chloé adorait, au parc Forsyth les après-midi de week-end, quand Chloé courait sur l'herbe et que les 2 adultes s'asseyaient sur un banc de pierre à la regarder. Anthony ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il s'était assis sur un banc de parc. Peut-être quand il était un garçon et que son père était encore en vie, avant que le monde ne se transforme en réunion à huis clos et en décision qu'il ne pouvait pas annuler. Chloé commença à l'appeler Tony au lieu de l'homme géant, et elle ne le regarda plus comme une créature étrange,
mais comme une partie fixe de sa petite vie. Elle lui raconta la maternelle, une fille nommée Lily qui avait perdu sa dent de devant, le chat errant qu'elle essayait d'apprivoiser en laissant des restes dans l'escalier. Anthony écouta tout, et il fut surpris de réaliser qu'il se souciait sincèrement des histoires triviales d'une enfant de 5 ans. Sarah était plus prudente. Elle ne dit pas grand-chose d'elle-même, du moins pas les choses importantes. Mais Anthony était patient. Il avait passé toute sa vie à lire les gens, à chasser leurs faiblesses et leurs secrets. Pourtant, avec elle, il ne se précipita pas. Il attendit, et peu à peu, elle commença à s'ouvrir. La première fois fut d'un après-midi au parc quand Chloé était sur les balançoires à plusieurs dizaines de mètres et ne pouvait pas entendre la conversation des adultes. Sarah portait des manches longues, même si le temps était chaud, et quand elle tendit la main pour sa bouteille d'eau, sa manchette glissa, révélant une longue cicatrice blanche le long de son poignet. Elle remonta la manche aussitôt, mais elle savait qu'il l'avait vue. « Ce n'est pas ce que vous pensez », dit-elle rapidement, son ton défensif d'une manière qu'il avait appris à reconnaître. « Je ne me suis pas fait ça à moi-même. » Anthony ne dit rien. Il attendit. Sarah jeta un coup d'œil à Chloé, riant sur la balançoire. Et quand elle parla à nouveau, sa voix était si basse qu'il dut se pencher pour entendre. Mon ex-mari, elle s'arrêta, déglutissant. Il a utilisé un couteau une fois quand j'ai essayé de fuir. Il a dit que si je fuyais, il ferait la même chose à Chloé. Anthony sentit son corps se raidir. Sa main se serra en un point sur sa cuisse, et il força son visage à rester immobile, à cacher la rage bouillonnant en lui. Il avait lu le dossier. Il avait su pour les visites à l'hôpital, pour l'ordonnance restrictive, pour tout cela. Mais l'entendre le dire, entendre le tremblement dans sa voix était quelque chose d'entièrement différent. « Quel est son nom ?» demanda-t-il, sa voix effrayamment calme. Sarah le regarda, et quelque chose papillonna dans ses yeux, surprise qu'il ne réagisse pas avec pitié ou répulsion ou aucune des choses qu'elle avait l'habitude de voir. « Ryan, dit-elle, Ryan Mitchell. » Il n'en demanda pas plus. Il ne lui dit pas d'entrer dans les détails. Il hocha seulement la tête et dit « Vous êtes en sécurité maintenant. Il ne sait pas que vous êtes ici. » Sarah rit, un son amer. « Vous ne le connaissez pas. Il me trouvera. Il le fait toujours. J'ai fui 2 fois avant de venir ici. Les 2 fois, il m'a trouvé. Cette fois, j'ai été plus prudente. Mais je sais que ce n'est qu'une question de temps. » Dans les semaines qui suivirent, Sarah raconta le reste de l'histoire par fragments, comme si elle déchargeait le poids pièce par pièce, parce qu'elle avait peur que si elle la laissait tomber d'un coup, cela l'écraserait. Elle lui raconta la nuit où il était ivre et l'avait poussé dans des escaliers quand elle était enceinte de 7 mois de Chloé. Elle lui raconta la fois où il l'avait enfermée dans un placard pendant 2 jours parce qu'elle avait parlé à un caissier homme au supermarché. Elle lui raconta la cicatrice sur son dos, qu'elle ne lui montrerait jamais la marque de la fois où il avait écrasé une cigarette sur sa peau. Et Anthony écouta chaque mot. Il n'interrompit pas, ne jugea pas, n'offrit pas de conseils creux. Il s'assit simplement là et écouta. Et chaque histoire qu'elle raconta était une autre bûche jetée sur le feu brûlant dans sa poitrine. Une nuit après avoir déposé Sarah et Chloé, Anthony appela Frank. « Doublez la surveillance autour d'Oakwood, » dit-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion 24/7. « Et je veux des mises à jour quotidiennes sur quiconque s'approche de son appartement. »« Compris, » répondit Frank. « Autre chose ?» Anthony pensa à Ryan Mitchell, du visage de l'homme sur la photographie, de ce qu'il avait fait à la femme à laquelle Anthony ne pouvait s'arrêter de penser. Si Ryan Mitchell apparaît à moins de 100 miles de Savannah, dit-il, je veux le savoir avant même qu'il ne sorte de sa voiture. Frank fut silencieux un instant. Et quand vous saurez, alors quoi? Anthony ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Frank avait travaillé pour lui assez longtemps pour connaître la réponse sans l'entendre prononcer à voix haute. Cela arriva un samedi après-midi 2 mois
après le dîner d'anniversaire chez Gregory. Chloé avait oublié son ours en peluche préféré dans la voiture d'Anthony après une sortie au parc et elle avait pleuré toute la nuit parce qu'elle ne pouvait pas dormir sans lui. Sarah envoya un message à Anthony et il lui dit de venir le chercher parce qu'il était occupé à la maison et ne pouvait pas sortir. Il envoya l'adresse sans réfléchir. Ou peut-être qu'une partie de lui voulait qu'elle voie, voulait qu'elle sache avant que les choses n'aillent trop loin, même s'il ne l'admettrait pas à lui-même. Sarah conduisit la Honda Civic réparée à travers les rues de Savannah, du quartier délabré d'Oakwood où elle vivait au parc Arsley, où de vieilles demeures majestueuses se dressaient derrière des portails en fer forgé et des pelouses vertes parfaitement tondues. Quand elle s'arrêta devant l'adresse qu'Anthony avait envoyée, elle pensa qu'elle avait dû faire une erreur. Le manoir devant elle était une massive structure de style colonial de Renaissance, avec de hautes colonnes blanches et des balcons en fer forgé ornés. Le genre de maison qu'elle ne voyait que dans les films ou dans les magazines qu'elle n'achetait jamais. Mais ce qui la fit se figer n'était pas le luxe de l'endroit. C'étaient les deux hommes en costume noir debout à la porte. Dispositifs de communication glissés dans leurs oreilles, yeux balayant sa voiture avec la vigilance d'hommes entraînés à repérer les menaces. Et quand le portail s'ouvrit pour qu'elle puisse entrer, elle vit 3 autres véhicules noirs brillants garés dans la cour, vit plus d'hommes aux postures rigides et aux rayons perçants, et elle remarqua que l'un d'eux avait une arme visible sous sa veste quand il se pencha pour murmurer dans une radio. Le cœur de Sarah commença à s'emballer. Chaque instinct de survie qu'il avait maintenu en vie pendant des années avec Ryan hurlait dans sa tête, lui disant de faire demi-tour, de fuir, d'accepter qu'elle avait fait une terrible erreur en faisant confiance à un homme qu'elle ne connaissait pas vraiment. Mais elle ne courut pas. Elle se gara, sortit, et entra dans la maison quand un homme plus âgé aux cheveux poivre et sel lui ouvrit la porte. Anthony se tenait dans le salon à côté d'une cheminée en marbre. Et quand il la vit, son visage devint illisible d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. L'ours en peluche était posé sur un canapé en cuir bordeaux, mais Sarah ne le regarda pas. Elle ne regarda qu'Anthony, la maison, tout ce qu'elle n'avait délibérément pas regardé pendant 2 mois. La Maserati, la façon dont il payait tout en espèces, la façon dont les gens semblaient le connaître et le craindre partout où ils allaient, la façon dont il pouvait organiser les choses avec un seul appel téléphonique, quelle que soit l'heure. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblante, non pas de peur, mais de colère contre elle-même de ne pas avoir demandé plus tôt. « Qui êtes-vous vraiment » Anthony ne répondit pas tout de suite. Il l'étudia un long moment et elle put voir une bataille se dérouler derrière ses yeux gris froids. Puis il dit, son ton est calme comme s'il récitait la météo. « Mon nom complet est Anthony Michael Caruso. Ma famille dirige Savannah depuis avant ma naissance, et j'ai été le chef de cette famille depuis mes 18 ans. » Sarah savait ce que cela signifiait. Elle ne vivait pas dans une bulle. Elle avait vu des films, lu des journaux, entendu des histoires sur des familles comme ça. « Mafia » dit-elle, le mot quittant sa bouche comme une accusation. « Vous êtes de la mafia. » Anthony ne le nia pas. Il n'expliqua pas. Il ne s'excusa pas. Il resta simplement là et la regarda, attendant sa réaction comme s'il avait attendu ce moment depuis longtemps. Sarah sentit comme si le sol sous ses pieds cédait. Elle pensa au déjeuner, aux après-midi au parc, à la façon dont Chloé enroulait ses bras autour de sa jambe et l'appelait Tony. Elle pensa à comment elle avait laissé un chef du crime entrer dans la vie de sa fille sans le savoir. « J'ai fui un monstre », dit-elle, sa voix se brisant, seulement pour mener ma fille à un autre. Anthony tressaillit légèrement comme si ces mots l'avaient frappé. Mais il ne discuta pas. « Vous avez tout à fait le droit de penser cela, » dit-il. « Je ne vous ferai jamais de mal à vous ou à Chloé, mais je comprends si vous ne me croyez pas. » Sarah recula, puis un autre pas, ses yeux ne le quittant jamais comme si elle craignait que si elle se détournait, ils deviennent quelque chose d'encore plus dangereux que ce qu'elle avait déjà vu.
Elle attrapa l'ours en peluche du canapé et le serra contre sa poitrine comme un bouclier. « Ne me contactez plus, dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. Ne vous approchez pas de moi ou de ma fille. » Elle n'attendit pas qu'il réponde. Elle se tourna et sortit de la maison, passant devant les hommes en costume noir, devant les voitures noires brillantes, et elle partit sans regarder en arrière. Ce n'est que lorsqu'elle fut à plusieurs miles du domaine Caruso qu'elle s'arrêta sur le côté de la route et laissa les larmes couler, incertaine si elle pleurait de colère, de peur, ou parce qu'elle venait de perdre quelque chose qu'elle n'avait pas réalisé avoir commencé à chérir. De l'autre côté de la ville, à l'intérieur d'un entrepôt converti en bureau dans le quartier industriel le long de la rivière Savannah, Tommy Riachi était assis derrière un bureau en chêne et fixa la photographie étalée devant lui avec le sourire d'un homme qui venait de trouver de l'or. Tommy avait 52 ans, petit et trapu avec des cheveux clairsemés et des yeux étroits qui semblaient toujours loucher comme s'il calculait quelque chose. La famille Ritchie s'était battue pour le territoire avec les Caruso pendant 3 décennies, et pendant ces 3 décennies, ils avaient toujours été le côté perdant. Le père de Tommy était mort des mains du père d'Anthony. Le frère de Tommy avait disparu sans laisser de traces après avoir essayé de s'emparer d'une partie du territoire Caruso 10 ans plus tôt. Et Tommy lui-même avait passé sa vie dans l'ombre d'Anthony Caruso, forcé de baisser la tête et d'accepter les miettes que le jeune patron lui jetait. Mais maintenant, pour la première fois depuis de nombreuses années, Tommy vit une ouverture. Les photos devant lui montraient Anthony Caruso assis sur un banc de parc avec une femme aux cheveux bruns et une petite fille. Anthony Caruso mangeant de la crème glacée avec elle comme un père ordinaire. Anthony Caruso souriant, un vrai sourire que Tommy n'avait jamais vu sur ce visage glacé. « Qui est-elle » demanda Tommy à l'homme debout en face de lui. Un arrangeur nommé Vinny qui était spécialisé dans la filature de personnes et la collecte d'informations. « Sarah Mitchell » répondit Vinny, 27 ans, mère célibataire. Travaille comme caissière dans une épicerie et sert des tables dans un bar. Vit aux appartements Oakwood. Déménagé à Savannah il y a 6 mois d'Atlanta. Pas de lien avec notre monde. Tommy ramassa une photographie, celle montrant Anthony soulevant la petite fille pour qu'elle puisse atteindre une haute branche d'arbre dans le parc. Le patron impitoyable de Savannah, tenant une enfant et ayant l'air d'un fou amoureux. « Qu'est-ce qu'elle a de spécial ?» demanda Tommy. « Rien, » Vinny haussa les épaules. « Juste une femme ordinaire avec un enfant et une pile de dettes. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Elle se cache de son ex-mari, un gars nommé Ryan Mitchell. Accusation antérieure de violence domestique. Actuellement recherché pour violation d'une ordonnance restrictive. » Tommy se redressa, ses yeux étroits s'éclairant. « Trouvez-le, » ordonna-t-il. « Amenez-le-moi. » 3 jours plus tard, Ryan Mitchell était assis dans une pièce sombre du sous-sol de l'entrepôt, ses poignets menottés à une chaise, son visage pâle et ses yeux sauvages avec le regard d'un toxicomane en manque. Il avait été trouvé dans un motel bon marché en dehors de Moon, noyé dans la boisson et le désespoir. Et quand les hommes de Tommy lui offrirent un marché, il n'eut pas besoin de beaucoup de temps pour y penser. « Je vous dirai où est votre femme, » dit Tommy, sa voix douce comme du miel empoisonné. « Et je vous donnerai 10 000 $ pour faire ce que vous voulez d'elle. » Ryan fixa Tommy avec des yeux enfoncés et un sourire tordu se dessina sur ses lèvres. « Elle est à moi, dit-il, sa voix tremblante de haine. Elle a pris ma fille et a fui. Elle pense qu'elle peut me quitter. Personne ne me quitte. » Tommy fit glisser une feuille de papier sur la table avec l'adresse des appartements Oakwood et l'horaire de travail de Sarah, de ses 2 emplois imprimés dessus. Ryan regarda la page comme une carte au trésor, et Tommy sut qu'il avait trouvé le couteau parfait pour enfoncer dans le cœur d'Anthony Caruso. Brisez la chose que votre ennemi aime le plus et vous brisez l'ennemi lui-même. Tommy avait appris cette leçon de son père. Et maintenant, il avait l'intention de l'utiliser. Il n'avait pas besoin de toucher Anthony Caruso de ses propres mains.
Il n'avait qu'à déchaîner un monstre fou dans la vie de la femme que ce patron protégeait et s'asseoir pour regarder tout s'effondrer. Cette nuit arriva un mercredi, 3 jours après que Sarah fut sortie du domaine Caruso. 3 jours durant lesquels elle essaya d'oublier tout ce qui s'était passé et de se concentrer sur sa vie ordinaire. Elle alla travailler. Elle alla chercher Chloé à l'appartement de Madame Thompson. Elle cuisina le dîner. Elle lut à sa fille une histoire au coucher. Et elle essaya de ne pas penser à Anthony, à la façon dont il l'avait regardée quand elle était partie, au silence de son téléphone pour lequel elle était à la fois reconnaissante et évidée. Elle ne savait pas que les hommes d'Anthony avaient été retirés la nuit où elle lui avait demandé de ne pas la contacter, parce qu'Anthony respectait ses souhaits, même si cela allait à l'encontre de tous ses instincts. Elle ne savait pas que la décision avait laissé une brèche dans les défenses, une brèche dans laquelle Rain Mitchell se faufilerait à 2 heures du matin. Sarah dormait quand elle entendit les coups à la porte, pas des coups frappés, mais des poings et des coups de pied. Le son de quelqu'un essayant d'entrer par effraction. Son cœur s'arrêta un instant, puis battit sauvagement quand elle le reconnut. Le son qu'elle avait entendu dans les cauchemars pendant 4 ans. Elle bondit du lit, courut dans la chambre de Chloé et secoua sa fille pour la réveiller dans l'obscurité. « Chloé, réveille-toi » murmura-t-elle, sa voix tremblante même si elle la forçait à rester stable pour ne pas l'effrayer davantage. « Entre dans le placard tout de suite. Ne sors pas quoi qu'il arrive. Ne sors pas avant que maman ou la police ne viennent te chercher. »« Maman, » murmura Chloé en retour, ses grands yeux brillants dans l'obscurité, inondés de peur. « Que se passe-t-il? »« Un méchant homme est ici, » dit Sarah, et elle essaya de sourire même si ses lèvres tremblaient. « Mais tu seras en sécurité si tu restes dans le placard. Te souviens-tu du numéro de téléphone de quelqu'un? » Chloé hocha la tête, et à cet instant, Sarah fut reconnaissante que sa fille ait une mémoire étrange pour les numéros. « Je me souviens du numéro de Tony » murmura Chloé. Sarah voulait lui dire d'appeler la police au lieu d'Anthony, mais le fracas de la porte s'aidant retentit et elle n'avait plus de temps. Elle fourra le téléphone dans la main de Chloé, la poussa dans le placard et ferma la porte juste au moment où des pas lourds retentissaient dans l'appartement. Sarah se tourna pour faire face à son cauchemar. Ryan se tenait dans l'embrasure de la chambre de Chloé, son corps projetant une ombre sombre sous la lumière du couloir, la puanteur d'alcool et de sueur aigre émanant de lui. Il était plus mince qu'elle ne se souvenait, ses joues creuses et ses yeux enfoncés avec des cernes sous eux. Les marques d'années d'addiction et d'errance, mais ce qui lui coupa le souffle n'était pas son apparence. C'était l'arme dans sa main, le canon pointé droit sur elle. « Tu penses pouvoir me fuir? » Ryan bredouilla, ivre et pourtant bouillonnant de haine. « Tu as pris ma fille. Tu m'as quitté. Qui penses-tu être? » Sarah leva les mains, forçant sa voix à rester calme, même si son cœur battait comme s'il allait exploser. « Ryan, calme-toi. Nous pouvons parler. »« Parler. » Ryan rit, un son fou sans humour. « Tu veux parler maintenant? Maintenant tu veux parler? » Il avança et Sarah recula. Mais la petite pièce ne lui laissa nulle part où aller. Il attrapa ses cheveux et la tira vers le bas, la traînant à travers le sol. Et Sarah sentit la douleur familière qu'elle avait essayé d'oublier. La douleur d'être traînée comme un animal. « Où est la gamine? » Ryan rugit, ses yeux balayant la pièce. « Où est-elle? »« Chloé n'est pas ici. » Sarah mentit, sa voix se brisant alors que Ryan tirait plus fort sur ses cheveux. « Elle est chez une amie. » Ryan la frappa. Le premier coup atterrissant sur sa tempe et envoyant des étoiles exploser à travers sa vision. Le second fracassant sa lèvre et inondant sa bouche du goût métallique qu'elle connaissait trop bien. « Ne me mens pas, hurla-t-il. Je sais qu'elle est ici. Ils m'ont dit qu'elle est ici, à l'intérieur du placard. » Chloé serra le téléphone avec des mains tremblantes, des larmes glissant le long de ses joues, en silence. Elle entendit sa mère crier, entendit les coups, entendit l'homme crier des mots qu'elle ne comprenait pas. Elle voulait s'enfuir,
voulait sauver sa mère, mais sa mère lui avait dit de rester, et Chloé était une bonne enfant. Elle écoutait toujours sa maman. Avec des doigts tremblants, Chloé déverrouilla le téléphone et composa le seul numéro dont elle se souvenait, celui qu'elle avait mémorisé sans s'en rendre compte parce qu'elle aimait les chiffres et parce qu'elle aimait Tony. La ligne sonna une fois, deux fois, et puis une voix familière répondit « Bonjour, Tony ». Chloé murmura, sa voix épaisse alors qu'elle luttait pour ne pas crier fort. « Un méchant homme fait mal, maman. J'ai peur. » À l'autre bout de la ligne, Anthony Caruso bondit sur ses pieds dans son bureau. Et à cet instant, son monde s'effondra et s'enflamma en même temps. Anthony ne se souvenait pas comment il était sorti en courant de son bureau, ne se souvenait pas d'avoir crié des ordres à Frank de rassembler des hommes, ne se souvenait pas d'avoir plongé dans sa Maserati et d'avoir enfoncé l'accélérateur. Tout ce qu'il savait, c'était que la voix tremblante de Chloé résonnait encore dans ses oreilles, ses pleurs étouffés, les mots « j'ai peur » et une fureur qu'il n'avait jamais ressentie de sa vie brûlait tout en lui en cendres. Il conduisit à travers Savannah à une vitesse qui transformait les réverbères en un traînées flou, une main serrant le volant, l'autre tenant toujours le téléphone à son oreille. « Où es-tu, Chloé ?» demanda-t-il, sa voix terrifiante de calme, même si son cœur battait comme s'il allait éclater de ta poitrine. Dans le placard, Chloé murmura « Maman m'a dit de rester ici, mais j'entends maman pleurer. »« Tony, ma maman ne pleure jamais. »« Tu fais très bien, » dit Anthony, et il ne savait pas comment il parvenait à garder sa voix stable alors que tout son monde s'effondrait. « Reste dans le placard et ne sors pas. Tony arrive tout de suite. Tony va protéger ta maman. Promets à Tony que tu ne sortiras pas. »« D'accord, je promets. » Chloé murmura. Et Anthony entendit son petit sanglot avant qu'il ne termine l'appel pour qu'il puisse se concentrer sur la route. 12 minutes. C'était le temps qu'il lui fallut pour aller du domaine Caruso aux appartements Oakwood, un trajet qui prenait normalement au moins 25 minutes. Il ne se souciait pas des feux rouges, ne se souciait pas des limitations de vitesse, ne se souciait de rien sauf d'arriver le plus vite possible. Quand il freina en hurlant devant le bâtiment en ruine, il vit la porte de l'appartement de Sarah grande ouverte, des lumières se déversant dans le couloir sombre, et il entendit les cris d'un homme résonner du deuxième étage. Anthony monta les escaliers 4 à 4, et quand il atteignit l'embrasure de l'appartement, la vue à l'intérieur figea tout en lui pendant une seule seconde avant que cela ne détonne. Sarah gisait sur le sol du salon, du sang coulant de sa bouche et d'une coupure sur son front, ses bras protégeant son visage des coups de pied de l'homme debout au-dessus d'elle. Ryan Mitchell semblait bien pire que la photographie dans le dossier, émacié, dérangé, et si ivre qu'il n'avait même pas remarqué que quelqu'un d'autre était entré dans l'appartement. Son arme était posée sur la table basse à quelques pas, et Anthony savait qu'il devait agir avant que Ryan ne s'en souvienne. Anthony ne dit pas un mot. Il traversa la pièce en 3 longues enjambées et saisit Ryan par le col par derrière, le tirant de Sarah avec une telle force qu'il vola en arrière contre le mur. Ryan s'y écrasa avec un craquement, et avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, le poing d'Anthony s'écrasa sur son visage. Le premier coup de poing lui brisa le nez. Le second lui cassa la pommette. Le 3e, 4e, 5e. Chaque coup portant 18 ans de violence qu'Anthony avait appris à contrôler. Chaque coup une promesse que cet homme ne toucherait plus jamais Sarah ou Chloé. Ryan essaya de riposter, essaya d'attraper l'arme sur la table, mais Anthony fut plus rapide. Il repoussa l'arme du pied et continua de le frapper, non pas avec une rage aveugle, mais avec la précision froide de quelqu'un entraîné à infliger de la douleur. Il battit Ryan jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se tenir debout, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un tas gémissant sur le sol. Et il aurait continué si une petite voix ne s'était pas élevée de l'embrasure de la chambre. Tony Anthony se figea, le poing levé à mi-chemin, et tourna la tête. Chloé se tenait là, serrant son ours en peluche, les yeux grands ouverts fixant la scène avec peur et confusion. Elle n'aurait pas dû quitter le placard.
Elle avait promis. Mais elle avait 5 ans et elle avait entendu sa mère cesser de crier et elle avait besoin de vérifier si sa mère allait bien. Anthony baissa son poing. Il regarda Ryan à ses pieds, l'homme qui avait brisé les os de Sarah, qui l'avait fait vivre dans la terreur pendant 4 ans, qui méritait de mourir d'une mort lente et brutale. Mais Chloé regardait, et Anthony ne voulait pas que cet enfant le voie tuer. « Va vers ta maman », dit-il à Chloé, sa voix plus douce qu'il ne se pensait capable à ce moment-là. « Elle a besoin de toi. » Chloé courut vers Sarah, et Sarah, malgré la douleur, enroula ses bras autour de sa fille et murmura des mots apaisants. Anthony se tourna de nouveau vers Ryan et sortit son téléphone pour appeler Frank. « Appelle la police, dit-il. Signalez une infraction et une agression aux appartements Oakwood. Envoyez-leur tout sur Ryan Mitchell. Le mandat, son casier, tout cela. Je veux qu'il soit en prison et n'en sorte jamais. » Il mit fin à l'appel et baissa les yeux vers Ryan, qui gémissait dans son propre sang. « Vous avez de la chance, » dit Anthony froidement. « Si la gamine n'était pas ici, vous ne respireriez plus pour aller en prison. » Ryan ne répondit pas. Il n'avait pas la force de répondre. Et quand les sirènes de police hurlèrent au loin, Anthony s'approcha de Sarah et Chloé, s'agenouilla à côté d'elle et pour la première fois cette nuit-là, s'autorisa à respirer. La police vint et repartit, emmenant Ryan Mitchell menotté avec une longue liste d'accusations qui le maintiendraient en prison pendant au moins 15 ans. Sarah fut examinée sur place par les ambulanciers. La coupure sur son front nécessita 4 points de suture, et sa lèvre était si enflée qu'elle pouvait à peine parler. Mais elle refusa d'aller à l'hôpital parce qu'elle ne voulait pas laisser Chloé. Et quand ce fut fini et que l'appartement tomba dans le silence avec du ruban jaune tendu à travers l'embrasure, Anthony regarda Sarah et dit, sa voix ne permettant aucune discussion, « Vous ne pouvez pas rester ici ce soir. Vous et Chloé venez avec moi. » Sarah était trop épuisée pour protester. Elle hocha la tête et Anthony souleva Chloé de ses bras, où elle s'était déjà endormie, et la porta à la voiture tandis que Sarah suivait sur des jambes tremblantes. Ils conduisirent à travers la nuit de Savannah en silence, et quand ils atteignirent le domaine Caruso, Sarah n'eut plus la force de ressentir de la peur ou de la colère comme elle l'avait eue la dernière fois qu'elle était venue ici. Elle ne se sentit que creuse, comme si chaque émotion avait été vidée d'elle par la nuit. Rosa, la gouvernante d'Anthony, une femme de 60 ans aux cheveux argentés et aux yeux gentils, les rencontra à la porte et guida Sarah vers le salon. Tout en disant que l'enfant devait être mis au lit d'abord, Anthony porta Chloé à l'étage et l'installa dans une chambre déjà préparée avec des draps doux et des rideaux lourds pour bloquer la lumière. La fille ne se réveilla pas quand il la coucha, et il resta là un instant, étudiant son visage endormi innocent, pensant à quel point elle avait été courageuse de l'appeler de l'intérieur de ce placard sombre, tout en écoutant sa mère se faire battre sans crier. Quand il redescendit, Sarah était assise sur le canapé du salon, les 2 mains enroulées autour d'une tasse de thé chaud. Rosa avait fait pour elle, ses yeux fixés sur l'espace vide devant elle. Anthony prit la chaise en face d'elle et garda ses distances parce qu'il ne voulait pas qu'elle se sente menacée. « Ça va ?» demanda-t-il, même s'il savait que c'était une question stupide. « Je ne sais pas », répondit Sarah honnêtement, sa voix rauque d'avoir crié et pleuré. « Je ne sais pas ce que je ressens. » Ils restèrent assis en silence longtemps. Et puis Sarah leva les yeux, ses yeux trouvant les siens dans la faible lumière du salon. « Pourquoi êtes-vous venu ?» Elle demanda. « Je vous ai dit de ne plus me contacter. Je vous ai dit de rester loin, et vous êtes quand même venu parce que Chloé m'a appelé. »« Vous n'avez pas appelé la police ?» demanda Sarah, et il y avait quelque chose dans sa voix qui n'était pas de l'accusation, mais de la curiosité. « Vous auriez pu les appeler et les faire venir. Vous n'aviez pas à y aller vous-même. » Anthony y pensa, au moment où il entendit la voix tremblante de Chloé au téléphone, à la façon dont son monde s'était réduit à un seul but, l'atteindre le plus vite possible. « Parce que je ne pouvais pas ne pas venir, » dit-il finalement, sa voix plus basse et plus honnête qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Parce que quand Chloé a appelé,
Quand elle a dit qu'elle avait peur, je n'ai pensé à rien d'autre. Je n'ai pas pensé à la police. Je n'ai pas pensé aux conséquences. Je n'ai pensé à rien du tout. J'ai seulement pensé à vous et Chloé. Sarah l'étudia, raclement de gorge, et pour la première fois depuis qu'elle avait appris qui il était vraiment, elle le regarda vraiment. Pas le chef de la mafia, pas l'homme dangereux dont elle devrait rester loin, mais l'homme qui avait conduit à travers la nuit pour la sauver. L'homme qui avait battu son agresseur jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tenir debout. L'homme qui s'était arrêté parce qu'un enfant de 5 ans regardait. « Dites-moi, dit-elle, sur vous, sur tout cela, je veux comprendre. » Et Anthony, un homme qui n'avait pas parlé de lui à quiconque depuis près de 20 ans, qui avait appris à tout garder enfermé à l'intérieur et à ne jamais révéler de faiblesse, réalisa qu'il parlait. Il lui raconta son père, l'homme qui lui avait appris tout ce qu'il savait. À propos de la nuit 18 ans plus tôt, où son père avait été abattu dans une embuscade, et lui, un garçon de 18 ans, avait été forcé de prendre le contrôle d'un empire qu'il ne voulait pas et pour lequel il n'était pas prêt. Il lui raconta les décisions qu'il avait prises, les nuits sans sommeil, le fait de devenir quelque chose d'effrayant pour que les gens qu'il aimait puissent être en sécurité. Il lui raconta la solitude, le vaste manoir où il rentrait chaque nuit. Comment il n'avait pas pensé être encore capable de ressentir quoi que ce soit jusqu'à ce qu'elle l'ait invité à s'asseoir à sa table pour son anniversaire. Sarah écouta, et quand il eut fini, elle ne parla pas. Elle se leva seulement, marcha vers lui, et s'assit à côté de lui sur la chaise, son épaule touchant la sienne. Ils restèrent ainsi jusqu'à l'aube sans un autre mot. Pourtant, le silence en dit plus que tout ce qui aurait pu être dit. 3 mois passèrent comme un rêve qu'Anthony pouvait à peine croire réel. Sarah et Chloé ne retournèrent jamais à l'appartement Oakwood. En partie parce qu'il était devenu une scène de crime et en partie parce qu'Anthony ne leur permettrait pas d'y retourner. Et Sarah, pour la première fois de sa vie, ne s'opposa pas à être protégée par quelqu'un. Elles restèrent au domaine Caruso. D'abord seulement temporairement, puis 1 semaine devint 2. 2 semaines devinrent un mois, et un mois devint quelque chose qu'aucun d'eux ne nomma, pourtant tous comprenaient. Le manoir qui avait autrefois été froid et silencieux comme une tombe, était maintenant rempli du rire de Chloé. Le son de petits pieds courant dans les escaliers, les questions sans fin qu'elle posait chaque jour sur tout, de pourquoi le ciel était bleu à pourquoi Tony possédait tant de voitures. Rosa, qui avait travaillé pour la famille Caruso pendant 30 ans et avait vu Anthony passer d'un garçon joyeux à un patron impitoyable, dit à Sarah qu'elle ne l'avait jamais vu ainsi, qu'il devenait l'homme qu'il aurait dû être si la vie ne l'avait pas forcé à devenir autre chose. Anthony apprit de nouvelles choses chaque jour, des choses qu'un chef de la mafia n'avait jamais besoin de savoir, mais qu'un homme dans une famille le faisait. Il apprit à attacher les cheveux de Chloé, même si la première fois elle semblait avoir un nid d'oiseau sur la tête, et Sarah dut faire semblant de tousser pour cacher son rire. Il apprit à lire des contes de fées avec le bon ton, même si Chloé se plaignait qu'il faisait sonner les princesses comme des patrons donnant des ordres à des subordonnés. Et il apprit à faire des crêpes le matin, une compétence qu'il était certain de pouvoir maîtriser parce qu'il avait maîtrisé des choses bien plus difficiles dans la vie. Il avait tort. Ce dimanche matin, Anthony se tenait dans la vaste cuisine, portant un tablier bleu que Chloé avait choisi parce qu'elle disait que cela le rendait moins effrayant, fixant la poêle fumante comme si c'était un ennemi à vaincre. C'était sa 4e tentative. Les 3 crêpes précédentes avaient fini à la poubelle, si mal brûlées que même lui avait dû admettre qu'elles étaient immangeables. Sarah était assise à la table, sirotant du café et le regardant avec un sourire. Elle essaya de se cacher derrière le rebord de sa tasse, mais ne réussit pas très bien. Chloé était assise dans la chaise haute à côté de sa mère, les jambes balançantes parce qu'elle n'atteignait pas le sol, dessinant quelque chose avec l'ensemble de crayons de couleurs qu'Anthony lui avait acheté, celui avec 120 couleurs différentes. Parce que quand elle demanda combien il voulait en acheter, il avait dit tous ceux du magasin. « Tony », appela Chloé sans lever les yeux de son dessin.
Les crêpes sont-elles censées être noires? Non, répondit Anthony d'un ton égal. Les crêpes sont dorées. Alors pourquoi les crêpes de Tony sont-elles noires? Parce que Tony apprend depuis trop longtemps, observa Chloé. Et Sarah faillit cracher du café à travers la table. Anthony retourna la crêpe et regarda son dessous. Brûlé noir comme les autres, soupira-t-il, éteignit la cuisinière et regarda Sarah avec le visage d'un homme acceptant la défaite. Nous pouvons commander de la nourriture, suggéra-t-il. Non, dit Sarah en se levant et en s'approchant, prenant doucement la poêle de sa main. Laissez-moi vous montrer. Chaleur plus basse, plus de patience. Tout n'a pas besoin d'être rapide et forcé, vous savez. Anthony la regarda verser la pâte, ajuster un raclement de gorge la flamme, attendre que de petites bulles se forment à la surface avant de retourner. Elle rendait cela sans effort, et il réalisa que c'était la première fois de sa vie que quelqu'un lui enseignait quelque chose qui ne concernait pas l'infliger de la douleur. « Papa, je veux une crêpe en forme de lapin », dit Chloé, et toute la cuisine se figea. La main de Sarah s'arrêta en plein mouvement. Anthony se tourna pour regarder Chloé, et Chloé, réalisant ce qu'elle venait de dire, écarquilla les yeux de peur et fondit dans larmes. « Je suis désolée, sanglota-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. Je ne le pensais pas. Je sais que Tony n'est pas papa. Je suis désolée. Ne sois pas fâché contre moi. » Anthony sentit sa poitrine se serrer. Il alla vers Chloé et s'agenouilla pour que leurs yeux soient au même niveau, essuyant ses larmes avec son pouce avec une tendresse qu'il n'avait pas connue être capable jusqu'à ce qu'il le fasse. « Chloé, dit Anthony doucement d'une manière que Frank n'aurait pas cru s'il l'avait entendu. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu n'as rien fait de mal. » Chloé le regarda avec des yeux rouges et larmoyants pleins de doute. « Tony n'est pas fâché. » « Non, Tony ne veut pas que je l'appelle comme ça. » Anthony fit une pause d'une seconde, puis dit quelque chose qu'il n'avait pas su vouloir dire avant que cela ne sorte de sa bouche. « Tu peux appeler Tony comme tu veux. Et si tu veux appeler Tony papa, » il s'arrêta et déglutit. Alors Tony serait très heureux. Chloé le fixa un long moment comme pour tester s'il le pensait. Puis elle jeta ses bras autour de son cou, de petits membres serrant avec la force surprenante d'une enfant de 5 ans, et Anthony la serra en retour, sentant ses yeux brûler d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis de nombreuses années. Derrière lui, Sarah resta silencieuse, une main sur sa bouche et des larmes coulant sur ses joues, tandis qu'elle regardait l'homme qu'elle avait autrefois appelé un monstre tenir sa fille comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Et peut-être pour lui, elle l'était vraiment. Le bonheur ne vint jamais sans prix. Anthony le savait. Il avait vécu assez longtemps dans ce monde pour comprendre que tout ce qui était bon attirait quelqu'un qui voulait le détruire. La nouvelle arriva un après-midi, alors qu'il était assis dans son bureau, examinant des rapports financiers. Frank entra avec un visage plus tendu que d'habitude et posa 2 dossiers sur son bureau. « Mauvaise nouvelle ou très mauvaise nouvelle d'abord ?» demanda Frank. Et Anthony sut immédiatement que la journée ne finirait pas bien. Tommy Ritchie avait découvert le lien entre Ryan Mitchell et le complot pour attaquer Sarah. Et bien que Ryan fût en prison en attendant son procès, Tommy cherchait toujours d'autres moyens de frapper. Il avait commencé à courtiser plusieurs des partenaires commerciaux de Caruso, murmurant à leurs oreilles qu'Anthony était devenu faible, que le patron de Savannah était distrait par une femme et un enfant, que c'était le moment parfait pour changer d'alliance. Certains avaient écouté. 2 entrepreneurs maritimes au port avaient changé pour travailler avec Ritchie. Un propriétaire de casino clandestin en périphérie avait arrêté de payer l'argent de protection. De petites fissures commençaient à apparaître dans l'empire que le père d'Anthony avait construit et qu'il avait maintenu pendant 18 ans. Mais ce n'était pas la pire nouvelle. La pire nouvelle se trouvait dans le 2e dossier, celui que Frank posa sur le bureau, comme s'il remettait à Anthony une sentence de mort. Le FBI avait ouvert une enquête officielle sur la famille Caruso. Ils avaient surveillé pendant 6 mois, recueillant des preuves, montant un dossier, et selon la source de Frank à l'intérieur de l'agence,
Il se préparait à demander des mandats de perquisition dans les 3 à 6 mois. S'il trouvait suffisamment de preuves, Anthony pourrait faire face à 20 ans à la perpétuité en vertu des statuts RICO pour organisation criminelle. Anthony resta assis en silence longtemps après que Frank eut fini. Il regarda par la fenêtre où il pouvait voir Chloé jouer dans le jardin avec Sarah, la petite fille essayant d'enseigner à sa mère un jeu qu'il ne comprenait pas. Mais toutes les deux riaient. Il pensa à ce qu'il pouvait perdre. Pas l'argent ou le pouvoir ou le territoire, mais cette image, ce son de rire. S'il allait en prison, Chloé grandirait sans lui. Sarah devrait faire face au monde seul à nouveau et il deviendrait exactement ce qu'il avait essayé de ne pas être. Un père absent, un homme qui n'existait que dans les souvenirs et les visites à travers une épaisse vitre. « Patron, dit Frank avec précaution, nous pouvons gérer Richie. Il n'est pas assez fort pour nous défier directement. Et à propos du FBI, nous avons des avocats, des moyens de gagner du temps. Nous avons Anthony leva une main et Frank se tut. « Je veux rencontrer nos avocats, dit Anthony, sa voix calme, mais portant quelque chose de différent. Une résolution que Frank n'avait jamais entendue auparavant. Pas les avocats pénalistes, les avocats d'affaires. Et je veux une liste complète de chaque actif, entreprise et flux de revenus dans la famille divisée en 2 colonnes. Une colonne pour ce qui est complètement légal, l'autre pour ce qui ne l'est pas. » Frank le fixa comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. « Patron, que dites-vous? Je dis que je veux savoir combien de temps il faudrait pour passer entièrement à des entreprises légitimes. » Frank ouvrit la bouche, puis la referma, puis la rouvrit. « Cela, dit-il lentement, prendrait des années, peut-être 5 ans, peut-être 10, et nous perdrions beaucoup d'argent dans le processus, beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence. »« Je sais, » répondit Anthony. « Et qu'en est-il de Tommy Ritchie? » À propos de Ritchie. Anthony se leva et regarda de nouveau par la fenêtre, observant Sarah soulever Chloé sur ses épaules pour que la fille puisse cueillir une fleur d'une haute branche. Il pense que je suis devenu faible parce que j'ai une famille. Il a tort. Je ne suis pas devenu faible. J'ai juste quelque chose à perdre. Et un homme avec quelque chose à perdre est bien plus dangereux qu'un homme sans rien du tout. Envoyez un message à Ritchie que s'il continue à pousser, je répondrai. Pas parce que je veux la guerre, mais parce que je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ce qui est à moi. Frank hocha la tête et partit. Et Anthony resta seul dans le bureau, fixant les 2 dossiers sur son bureau. Il pensa à son père, qui avait construit cet empire avec du sang et de la peur, et en était mort. Il pensa aux 18 dernières années, à tout ce qu'il avait fait pour le maintenir, aux nuits sans sommeil et aux décisions qu'il porterait pour le reste de sa vie. Et puis il pensa à Chloé l'appelant papa, à la façon dont Sarah lui souriait, à la cuisine remplie de l'odeur de crêpes brûlées le matin. Pour la première fois en 18 ans, Anthony Caruso prit une décision non pas pour l'Empire, non pas pour le nom de famille, non pas par devoir, mais pour lui-même, pour l'avenir qu'il voulait, pour les 2 filles riant dans le jardin dehors qu'il ne laisserait rien lui prendre. Il changerait, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Et cela fut peut-être la plus grande différence de toutes. 6 mois passèrent plus vite qu'Anthony ne l'avait prévu. 6 mois de changement qu'il n'avait jamais cru être capable de faire. Tommy Ritchie se tut après avoir reçu le message d'Anthony. Un message qui n'avait pas besoin de mots et ne nécessitait que la disparition de 3 des hommes les plus proches de Ritchie en une seule nuit. Pas mort, mais assez terrifié pour quitter Savannah et ne jamais revenir. Le FBI enquêtait toujours, mais avec l'aide de la meilleure équipe juridique que l'argent pouvait acheter, et le passage continu vers des entreprises légitimes, Anthony était confiant qu'il ne trouverait pas assez de preuves pour l'inculper. Et plus important que toute autre chose, Sarah et Chloé étaient toujours avec lui, remplissant toujours le manoir autrefois vide de rire et de vie. Un vendredi soir vers la fin du mois, Anthony emmena Sarah au restaurant Gregory's, l'endroit où tout avait commencé 6 mois plus tôt la nuit de son 36e anniversaire. Cette voix,
Il avait une réservation, la meilleure table de la maison, à côté d'une fenêtre donnant sur la place, brillant de lumière jaune chaude. Cette fois, il n'était pas seul. Chloé resta à la